À 2 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut, la voix de ma belle-fille flottant depuis la cuisine. Demain, nous l'emmènerons se reposer un peu, juste une petite pause. Ils ont déjà réservé un lit, et je suis épuisée de porter le fardeau d'une vieille femme inutile depuis toutes ces années. Je me suis figée derrière l'embrasure de la porte, ma main agrippant le mur jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Du repos? Non. Une maison de retraite. Chaque mot qu'elle prononçait tombait comme une lame, tranchant le lien familial auquel je m'étais sottement accrochée si longtemps. À cet instant, tout en moi s'est assombri, puis est revenu, froid, clair, sans place pour les larmes. J'ai ouvert le tiroir, pris l'enveloppe contenant les titres de propriété et les livrets d'épargne dont elle ignorait l'existence, et les glissé dans mon sac. Lorsque la porte arrière s'est refermée dans un déclic et que le vent de la nuit m'a fouetté le visage, je me suis dit « Ce soir, je disparais, et un jour, ce sera elle qui suppliera pour me revoir. » Si vous écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je suis Hélène Cartier, 70 ans, veuve depuis près de 8 ans. J'avais autrefois une vie simple et chaleureuse dans la banlieue de Nantes, où mon mari Gérard avait construit une petite maison en bois près des pins. Après sa mort d'une attaque cérébrale, cette maison me paraissait trop vide. Mon fils, Michel, un peu plus de 40 ans, a alors passé son bras autour de moi et m'a dit « Maman, tu ne devrais plus vivre seule. Sandrine et moi avons besoin de toi près de nous. » J'ai cru que c'était de l'amour. J'ai cru qu'à mon âge, être nécessaire était une bénédiction. J'ai vendu la petite maison, emballé quelques valises et souvenirs, et emménagé avec eux dans leur paisible maison à 2 étages, à Lac d'Orvault. Au début, tout était chaleureux. Chaque matin, Sandrine souriait et me demandait quel café j'aimais. Michel m'a donné une chambre avec une fenêtre donnant sur le lac. Je cuisinais, faisais la lessive, arrosais le jardin. Il m'appelait « maman » sur ce ton doux. Je pensais que la vie pouvait encore être belle, mais la douceur a une courte durée de vie. En quelques mois, Sandrine a commencé à critiquer mes pas trop bruyants, un verre que j'ai cassé, la télévision laissée allumée trop longtemps. Chaque fois, Michel forçait un sourire. « Ne fais pas attention à elle, maman. Sandrine est juste fatiguée. » Je l'ai cru, pensant que les choses s'arrangeraient. Mais la fatigue de Sandrine s'est prolongée et le froid est devenu une partie de la maison. Les dîners sont devenus plus silencieux. Sandrine a poussé une assiette de légumes vers moi et a dit, d'une voix douce mais ferme, « Tu devrais manger moins. Garder la ligne est préférable à ton âge. » Michel a souri et n'a rien dit. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé la tête baissée et j'ai mangé. Je ne voulais pas créer de problème. J'avais peur que si je parlais, ce silence fragile se briserait. Puis un soir, alors que je pliais des couvertures dans le salon, je les ai entendus parler en bas. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, » a dit Sandrine. « Elle est lente, désordonnée et coûteuse. Nous avons besoin d'un autre plan. »« Je sais, » a dit Michel. « C'est fatigant, mais c'est ma mère. »« Exactement, » a-t-elle dit. « Ta mère, pas la mienne, et je ne t'ai pas épousée pour devenir infirmière. » Je me tenais derrière la rampe, sentant l'air aspiré de mes poumons. Je n'ai pas eu le courage de partir à ce moment-là. Je voulais encore croire qu'ils étaient juste contrariés. Mais les choses sont devenues plus claires. Ils utilisaient des mots étranges quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Établissement, lit disponible, dossier médical. Une fois,
j'ai accidentellement entendu Michel au téléphone. Juste quelques jours pour qu'elle s'adapte à l'environnement. Je n'ai pas posé de questions. J'avais trop peur de la réponse. Ce soir, quand Sandrine a téléphoné et a dit « enregistrement », les dernières pièces se sont mises en place. Elle a dit à quelqu'un à l'autre bout du fil « Elle pense que c'est juste une visite. Une fois qu'on l'aura là-bas, ce sera plus facile de la convaincre. » Cette phrase a été le point final de ma dernière parcelle de confiance. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai allumé la lampe de bureau. Tout était silencieux, seul le tic-tac de l'horloge. J'ai ouvert le tiroir et sorti l'enveloppe jaune que Gérard m'avait laissée avant de mourir. À l'intérieur se trouvaient des titres de propriété d'investissement, des livrets d'épargne et une copie de la fiducie appelée Fiducie Hélène Cartier. J'avais aussi une clé USB avec toutes mes informations financières, quelque chose dont Sandrine ignorait l'existence. J'avais encore une carte de crédit de retraite qu'il pensait annulée depuis longtemps. Gérard disait toujours « Garde une porte de sortie, même quand tu crois que tu n'en auras pas besoin. » Maintenant, je savais pourquoi. J'ai tout glissé dans un sac en toile, mis mon manteau et ouvert la porte arrière. La nuit d'octobre était d'un froid mordant, le vent transportant l'odeur de la pluie et des feuilles mouillées. J'ai marché légèrement sur le chemin de gravier, la plante de mes pieds tremblant sur chaque pierre. Aucune lumière ne s'est allumée. Personne ne savait que je partais. La peur se mêlait au soulagement. J'étais libre, mais je fuyais aussi ma propre famille. Sur la route principale, j'ai appelé un taxi. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur et a demandé doucement « Vous êtes sûr d'aller à l'hôtel à 7 heures ?» J'ai esquissé un sourire las. « J'en suis sûr. Le Grand Hôtel de la Loire. Une suite, si vous en avez une. » L'hôtel était illuminé, élégant et calme. Le réceptionniste a été surpris de voir une femme aux cheveux gris dans un manteau de laine usé, mais ma carte de crédit de retraite fonctionnait toujours. « La suite avec vue sur la Loire pour 2 nuits ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Lorsque la porte s'est refermée derrière moi, je me suis appuyée contre le mur et j'ai regardé la ville à travers la vitre. C'était à la fois douloureux et libérateur. À 6 heures du matin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. 12 appels manqués de Michel. 5 messages de Sandrine. « Où es-tu parti ? Nous sommes si inquiets. S'il te plaît, rappelle. » J'ai regardé l'écran et l'ai laissé vibrer. Dehors, le soleil venait de se lever. J'ai commandé le service en chambre, le petit déjeuner le plus luxueux. Œufs, bénédicte, viennoiserie pur beurre, café chaud. Lorsque le serveur a roulé le chariot, j'ai souri pour la première fois depuis des années. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la Loire scintiller d'or dans la lumière matinale. Chaque bouchée fondait lentement, mais à l'intérieur, je sentais un froid étrange. Le froid de la prise de conscience. Je n'avais plus de Fils, plus de belle-fille, plus de maison. Mais je m'avais encore moi-même. J'avais ma mémoire, mes papiers, mon droit de réclamer ce qui m'appartenait. Je me suis dit, mot pour mot, à partir de maintenant, chaque pas que je ferai sera correct, légal et public. Pas de cachette, pas de larmes, pas de supplications. S'ils veulent me traiter comme un fardeau, je leur montrerai à quel point ce fardeau peut être fort. Ce matin-là, j'ai ouvert mon carnet et écrit la première ligne. Jour 1 de la liberté. À faire, auditer mes finances, appeler Jonas Pierre, trouver mon propre logement. Un nouveau chapitre de ma vie commençait ainsi, dans la lumière pâle du matin, dans une ville encore endormie. Ce matin-là, je me suis réveillée lorsque les premiers rayons de soleil pâle ont traversé les rideaux blancs. Le bruit de la circulation du centre-ville de Nantes montait, mêlé au murmure de la Loire.
Je me suis assise sur le bord du lit, une tasse de café chaud à la main, mon esprit tourbillonnant encore de la nuit dernière. Le sentiment de trahison était intact, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur. Seulement une clarté tranchante. Je savais ce que je devais faire ensuite. Mon mari, Gérard Cartier, était discipliné jusqu'à la sécheresse. Il avait travaillé comme comptable pendant plus de 40 ans. Il n'avait jamais manqué d'équilibrer un grand livre un seul jour. De son vivant, il me disait « Hélène, ne laisse jamais personne d'autre détenir toutes les clés de ton coffre-fort. » J'avais l'habitude de rire, pensant qu'il s'inquiétait trop. Maintenant, cette habitude me sauvait. Gérard ne m'avait pas laissé une fortune, mais il avait laissé assez pour vivre de manière indépendante, sans me plier à personne. Ses investissements étaient répartis entre des fonds indiciels et des obligations municipales sûres. Après son décès, j'ai conservé ce portefeuille avec un conseiller financier en qui nous avions confiance depuis des années. Lorsque j'ai emménagé avec Michel et Sandrine, j'ai vendu ma petite maison de ville. Sandrine m'a exhorté « Tu devrais utiliser cet argent pour te détendre et profiter de ta retraite. » Je ne l'ai pas fait. J'ai tout réinvesti. Je suis restée silencieuse, pensant que le silence éviterait les conflits. Avec le recul, ce silence les a amenés à me sous-estimer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connectée au compte d'investissement en ligne, une chose dont Sandrine ignorait l'existence. Les chiffres ont apaisé ma respiration. Le marché avait augmenté au cours de l'année écoulée. Le portefeuille était stable. Les gains seuls étaient suffisants pour que je vive confortablement le reste de ma vie, sans dépendre de personne. J'ai appelé mon conseiller, Patrick Laine. Il a reconnu ma voix. « Madame Cartier, tout va bien? Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis plus de 6 mois. » « Je vais bien, Patrick, mais je dois revoir l'ensemble du portefeuille et confirmer que j'ai un accès exclusif. » « Bien sûr, je peux vous envoyer le rapport ce matin. » J'ai souri. Tant que j'étais aussi lucide et vivante, je ne laisserai plus personne signer un seul papier pour moi. Lorsque le rapport est arrivé, j'ai lu chaque page lentement, marqué les éléments que j'avais oubliés, les dividendes programmés pour être réinvestis, les obligations approchant de leur échéance. Chaque ligne me disait que j'avais encore le pouvoir d'agir, la force qu'ils pensaient m'avoir enlevée. Ensuite, j'ai appelé la banque où Gérard et moi conservions un coffre-fort. L'employé a tout de suite reconnu mon nom. « Madame Cartier, oui, nous avons toujours le coffre à votre nom. Souhaitez-vous vérifier votre code d'accès aujourd'hui? » « Je viendrai cet après-midi, » ai-je dit calmement. « Je dois vérifier les documents à l'intérieur. » Ce coffre contenait la fiducie originale que Gérard avait mise en place il y a 12 ans, la fiducie Hélène Cartier. Je me souviens qu'il avait dit « Si quelque chose arrive, la maison et les actifs sont à ton nom. Michel ne pourra y vivre que si tu le permets. » Je ne l'ai jamais dit à mon fils, en partie pour l'épargner, en partie parce que je croyais qu'il ne me trahirait jamais. Maintenant, je comprends que la confiance ne signifie pas céder tout son pouvoir. Je me suis assise devant le miroir, mon visage éclairé par la lumière du matin. Les rides autour de mes yeux étaient plus profondes, mais il y avait quelque chose de stable dans mon regard. J'avais été la femme de Gérard Cartier, un homme qui restait droit face à n'importe quelle tempête. Je ne laisserai pas mon fils, ou qui que ce soit d'autre, me transformer en quelqu'un qui tremble pour obtenir de la pitié. À midi, j'ai appelé Jonas Pierre, un avocat spécialisé en droit des aînés. Il avait aidé Gérard à finaliser son testament à l'époque, sévère mais juste. « Jonas, c'est Hélène Cartier. J'ai besoin de vous voir dès que possible. » Sa voix était basse, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Un problème de famille? » J'ai dit doucement, et je pense que je vais avoir besoin de me protéger.
Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain après-midi. J'ai imprimé des copies de tout ce que j'avais trouvé et les ai arrangées dans un dossier noir. En préparant, j'ai trouvé un vieux carnet où j'écrivais chaque fois que je me sentais blessée. Au cours des 6 derniers mois, j'avais consigné presque tout ce que Sandrine avait fait. La façon dont elle éloignait mon assiette, le dédain dans ses yeux, et les fois où elle disait à Michel « Ta mère devient difficile ». Je n'avais pas réalisé que ces lignes deviendraient mon épreuve. Lorsque j'ai rencontré Jonas dans son petit bureau près de la place Royale, il m'a étudié un long moment. « Vous avez l'air différente », a-t-il dit. « Qu'est-ce qui vous a poussé à agir aujourd'hui ?» Je lui ai tout raconté. L'appel tard dans la nuit, le plan pour la résidence assistée. Il a pris des notes en silence, levant occasionnellement les yeux avec un regard lourd. « Ce plan ?» a-t-il dit quand j'ai fini. « S'ils avaient vraiment l'intention de vous déménager sans votre consentement, cela pourrait constituer un abus de faiblesse sur personne âgée. Mais nous avons besoin de preuves claires. D'abord, restez en sécurité. Pas de confrontation, pas de contact direct. Faites tout passer par moi. » J'ai hoché la tête. Il a continué. « Avez-vous encore les documents originaux ? » « Tout est là. » J'ai posé le dossier sur son bureau. Jonas l'a ouvert. Ses yeux se sont légèrement éclairés. « Bien, Gérard était méticuleux. Cette fiducie est un bouclier juridique solide. Votre fils ne peut pas intervenir sans votre permission. » Ces mots m'ont apporté une paix rare. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas acculée. « Je vous enverrai un guide sur les droits à la vie privée financière, » a-t-il ajouté. « Et Hélène, je sais que vous êtes en colère, mais ne laissez pas la colère vous guider. Laissez la loi faire son travail. »« Je comprends, » ai-je dit. « Je veux juste recommencer de la bonne manière. » Cet après-midi-là, je suis retournée à l'hôtel et je me suis assise près de la fenêtre. La ville s'illuminait, les phares des voitures traçant des lignes sur les rues mouillées. J'ai changé de carte SIM, créé une nouvelle adresse e-mail et sauvegardé chaque fichier sur le cloud. Chaque étape était lente et précise. J'avais l'impression de me défaire des liens de mon ancienne vie. Ce soir-là, j'ai appelé Paul Henry, un agent immobilier de luxe et une vieille amie de Gérard. Nous avions déjeuné quelquefois quand il était encore en vie. Sa voix était aussi vive que jamais. « Hélène, ça fait une éternité. Gérard parlait toujours si tendrement de vous. Où vivez-vous maintenant ? » « Temporairement dans un hôtel. J'ai besoin d'un nouvel endroit. Sûr, privé, avec un bail à court terme. » Son ton a changé, devenu stable. « Compris. J'ai quelques appartements terrasses disponibles dans le quartier Bouffet. Voulez-vous que j'envoie des photos d'abord ? » « Pas besoin, » ai-je dit. « Je vous fais confiance. Assurez-vous simplement que c'est sécurisé et que la vue est belle. » Paul a ri. « Compris. Un endroit assez haut pour tout recommencer, n'est-ce pas ? » J'ai souri. « C'est ça. Un début différent. » J'ai décidé de rester 2 nuits de plus pendant que Paul organisait les choses. Pendant ce temps, j'ai organisé les documents et écrit une liste de choses à faire. 1. Rencontrer Jonas à nouveau pour mettre en place des protections juridiques. 2. Récupérer les originaux du coffre-fort de la banque. 3. Confirmer mes comptes d'investissement et passer à une gestion exclusive. 4. Signer un bail de 3 à 6 mois pour un appartement terrasse. 5. Explorer les options à long terme, ma propre maison. J'ai fermé le carnet et regardé par la fenêtre. De l'autre côté de la rivière, les lumières scintillaient comme un ruban d'or tremblant. Au fond de moi, quelque chose montait. Pas de la rébellion, mais le sentiment de ma propre valeur. J'avais laissé les autres me définir comme un fardeau, une mère qui a besoin de soins. Mais ce soir, dans cette chambre d'hôtel, je savais que j'étais encore Hélène Cartier.
La femme qui a été la partenaire d'un comptable inébranlable, qui a consigné chaque chiffre de sa vie et qui commençait maintenant à écrire un nouveau chapitre de ses propres mains. Je ne suis la dette de personne. Je suis mon propre actif. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de l'hôtel, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Le nom de Michel illuminait l'écran encore et encore. Chaque sonnerie me serrait la poitrine, non pas par peur, mais par pratique du calme. Je l'ai laissé sonner plusieurs fois avant de répondre. « Où es-tu » La voix de Michel était urgente, le souffle court. « Sandrine est paniquée. Où es-tu allée toute la nuit ?» Je me suis penchée en arrière dans le fauteuil, regardant la Loire scintiller au soleil. « Je vais bien. Ne rappelle plus. »« Qu'est-ce que tu fais ? On essaie juste de faire ce qui est le mieux pour toi. » J'ai raccroché. Pour la première fois depuis des années, c'était moi qui mettais fin à une conversation, pas celle qui restait immobile pendant que les autres décidaient pour moi. Puis, les SMS ont déferlé comme une tempête. De Sandrine. « Tu as mal compris. On voulait juste que tu visites un endroit, voir si ça te plaisait. » Un autre. « Qu'est-ce que tu fais ?» Michel n'a pas dormi de la nuit. Puis un plus long, sirupeux. « Je suis désolée si tu t'es senti offensée. Je ne me soucie que de ta santé. » J'ai lu chaque ligne sans expression, puis j'ai tout capturé en écran. Jonas m'avait appris que tout devait laisser une trace. J'ai sauvegardé les images avec des horodatages et mis le téléphone en silencieux. Je ne réagirai pas. Je ne discuterai pas. Le silence, en ce moment, était ma plus forte défense. À midi, la réception de l'hôtel a appelé pour dire que quelqu'un de la police de Nantes voulait vérifier quelque chose. Une voix masculine polie s'est fait entendre. « Madame Cartier, votre fils a signalé votre disparition. Nous avons juste besoin de nous assurer que vous êtes en sécurité. » « Je suis tout à fait en sécurité, » ai-je dit calmement. « J'ai quitté la maison volontairement et je suis pleinement lucide. Si nécessaire, je peux signer une déclaration. » Il a hésité. « Oh oui, madame, je ne pense pas que ce sera nécessaire. Merci d'avoir clarifié. » Quand l'appel s'est terminé, j'ai laissé échapper un petit rire. En une nuit, j'étais passée de dépendante à disparue. Drôle comme le monde étiquette une femme dès qu'elle cesse de se conformer. Cet après-midi-là, Jonas a rappelé. Je lui ai tout raconté, les appels, les SMS, la police. Il a dit fermement « Notez chaque date et heure, le contenu et le ton. Nous avons besoin d'un journal complet des événements. » « Je l'ai déjà fait, » ai-je dit. « J'ai même des captures d'écran. »« Parfait, » a-t-il répondu, l'air soulagé. « Maintenant, reposez-vous. Votre calme est votre plus grande force, Hélène. » J'ai éteint le téléphone et décidé de consacrer le reste de la journée à moi-même. J'ai réservé une séance au spa de l'hôtel. Quand la styliste m'a demandé ce que je voulais, j'ai dit « propre, léger et confiant ». Quand le miroir m'a montré la nouvelle coupe, des cheveux argentés courts, un visage clair, un regard stable, j'ai à peine reconnu la femme effacée qui avait autrefois vécu tranquillement dans la maison de son fils. Après le spa, je suis montée au 20e étage pour un brunch. Le restaurant était calme, juste du piano et l'odeur du café torréfié. Je me suis assise près de la fenêtre, j'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire. J'ai consigné les 5 années passées dans cette maison. Les matins où on me disait « Ne viens pas dans le salon quand nous avons des invités ». Les dîners que je mangeais seule. Les fois où Sandrine me rappelait gentiment « Tu n'as pas besoin de payer la facture d'électricité. On s'en occupe. » Comme si j'étais une dette à porter, ligne par ligne. Pas pour me plaindre, mais pour voir clairement. Quand j'ai eu fini, j'ai marqué les dates importantes. Le mois où Sandrine a cessé de me cuisiner une portion. Le jour où Michel a cessé de m'appeler maman.
la première nuit où ils ont discuté d'un plan à long terme. Ces petits détails étaient maintenant la preuve de la façon dont une mère avait été mise à l'écart de sa propre vie. Quand j'ai posé le stylo, je me suis sentie plus légère. Quelque chose changeait. Pas de la douleur, mais de l'appropriation. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais respirer sans demander la permission. En début d'après-midi, j'ai appelé Paul. Sa voix débordait d'énergie. Hélène, j'ai 3 appartements terrasses qui correspondent parfaitement. Tous ont un concierge 24h24 et 7J7 et des caméras de sécurité privées. L'un est dans le quartier des affaires, vue sur la Loire. Très calme. Bien, ai-je dit. Je veux les voir dès que possible. Prioriser celui qui a une serrure électronique privée et le garage le plus sûr. Compris. Je programmerai les visites pour demain. Je sais que vous cherchez un vrai commencement. Non. J'ai souri. Je ne cherche pas un commencement. Je reprends la partie de ma vie qu'il pensait avoir prise. Plus tard, je me suis arrêtée à la boutique du hall de l'hôtel. Une lumière dorée et chaude sur des planchers de bois, une pointe de parfum dans l'air. J'ai choisi un tailleur gris fumé, simple, élégant, et une écharpe en soie violette douce. La couleur dont Gérard disait qu'elle me donnait l'air plus forte. Le regard de la vendeuse était respectueux, bien loin de la pitié à laquelle je m'étais habituée. Quand je l'ai essayé, je me suis regardée dans le miroir. La femme se tenait droite, calme, avec un léger sourire. « Je vous l'emballe » a demandé l'employé. « Non » ai-je dit, d'une voix légère mais ferme. « Je vais le porter maintenant. » De retour dans la chambre, j'ai accroché mon vieux manteau de laine dans la valise et j'ai enfilé le nouveau tailleur. La lumière de l'après-midi attrapait le violet de l'écharpe comme une traînée de luminosité. J'ai pris une photo dans le miroir, non pas pour me montrer, mais pour me souvenir que c'est le moment où Hélène Cartier est revenue. Ce soir-là, j'ai écrit un email à Jonas. J'ai rapporté chaque détail des dernières 24 heures. Les appels, les SMS, la police, mon nouveau numéro, le projet de location. À la fin, j'ai tapé une courte ligne. Demain, je veux discuter d'une action publique. Je l'ai relu plusieurs fois. Action publique résonnait dans ma tête, non pas comme une menace, mais comme une promesse. Je ne fuirai pas. J'affronterai cela avec la raison, avec la vérité et avec la loi. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai respiré, et profondément. La ville en bas était encore animée. Les lumières ondulaient sur la rivière comme des brins de diamant. J'ai appuyé mon front contre la vitre et j'ai vu mon reflet. Un visage plus âgé, oui, mais des yeux plus brillants que jamais. Demain, je rencontrerai Jonas et je lui dirai que je suis prête. Prête pour un plan que je n'aurais jamais pensé avoir le courage d'exécuter. Non pas par vengeance, mais pour réclamer le statut d'une personne digne. Et quand demain viendra, je saurai que l'ancienne Hélène Cartier est vraiment partie. Le lendemain matin, un fin voile de brouillard couvrait le ciel de Nantes. Je me tenais à l'entrée de l'hôtel avec Paul, un café à emporter à la main, me sentant à la fois nerveuse et en paix. Elle portait un tailleur crème, ses cheveux en un chignon soigné, son sourire éclatant. « C'est un bon jour, » dit-elle. « J'ai 3 appartements terrasses à vous faire voir. Un dans le quartier Bouffet, un près du quartier des affaires, et un sur la rive sud, avec vue directe sur la Loire. Je pense que vous aimerez le 3e. » J'ai souri. Commençons par là. Sa voiture a glissé dans les rues brumeuses. Quand nous sommes arrivés, j'ai levé les yeux vers l'immeuble Asteria, qui brillait contre un ciel gris. Le concierge s'est incliné poliment alors que nous entrions. L'ascenseur nous a emmenés au 27e étage et les portes se sont ouvertes sur un espace lumineux et aéré, baigné de lumière naturelle. L'appartement était moderne mais chaleureux. Planchers en noyer, murs blancs, baies vitrées du sol au plafond. Du balcon,
J'ai vu la courbe de la Loire en contrebas, l'eau brillant d'un éclat argenté dans la matinée. De là-haut, la ville semblait plus petite, et le bruit du passé semblait s'estomper. « Qu'en pensez-vous » demanda doucement Paul. Je suis restée silencieuse quelques secondes, absorbant la vue. Je ressens une paix, quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Nous avons traversé une chambre principale avec des stores automatisés, une cuisine ouverte sur le salon, un petit coin bureau avec des étagères en chêne. Tout était juste ce qu'il fallait. Pas tape à l'œil, pas froid, simple et stable comme la façon dont Gérard avait toujours choisi de vivre. Je me suis tournée vers Paul. Je le prends. Bail à court ou à long terme. 6 mois pour commencer? Je paierai d'avance. Ses sourcils se sont légèrement haussés. 6 mois pour un appartement terrasse, ce n'est pas une petite somme. J'ai souri. Je sais, mais je ne suis pas aussi pauvre qu'il le pense. Quand les documents de dépôt ont été imprimés, j'ai sorti ma carte bancaire personnelle de mon portefeuille, celle liée au compte que j'avais gardé depuis que Gérard était en vie. La banque a confirmé la transaction immédiatement. Pas de cosignataire, pas de garant, juste moi. Paul m'a regardé avec un mélange de surprise et de respect. « Madame Cartier, je ne savais pas que vous étiez aussi forte. » J'ai répondu doucement. Les gens n'ont l'air faibles que lorsqu'ils laissent les autres les définir. Cet après-midi-là, j'ai déménagé quelques affaires de l'hôtel au nouvel endroit. Des valises, mon dossier de documents et une vieille photo de Gérard et moi. Nous l'avions prise à la plage de la Baule lors de notre 3e année de mariage. Il riait et j'essayais d'empêcher mon chapeau de s'envoler avec le vent. J'ai posé la photo sur la table près de la fenêtre et j'ai réalisé que je ne lui avais jamais vraiment dit au revoir. « Gérard » ai-je murmuré. « Je suis à la maison. » Ce soir-là, j'ai fait une liste de ce qu'il fallait ajouter. Quelques cadres, un service de vaisselle en porcelaine blanche, un canapé moelleux et un lampadaire pour le coin lecture. Je ne voulais pas grand-chose, juste assez pour que l'espace respire comme un foyer. Le jour suivant, j'ai rencontré Jonas Pierre dans son petit bureau du centre-ville. Il était assis derrière un grand bureau en bois, des lunettes de lecture sur le nez, tournant soigneusement chaque page des documents que j'avais apportés. « Incroyable !» dit-il. Gérard a tout préparé minutieusement. Vous savez, la maison où vit Michel appartient toujours à la fiducie Hélène Cartier. Vous en êtes l'unique bénéficiaire. J'ai hoché la tête légèrement. Je m'en souviens, mais je n'ai jamais pensé que j'aurais besoin de l'utiliser. Jonas a remonté ses lunettes. Sa voix était égale. Il y a une clause très spécifique ici. Votre enfant n'a le droit d'y résider que si vous le permettez. Et tant que vous êtes en vie, légalement, la propriété vous appartient entièrement. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai expiré. Gérard planifiait si loin, je me plaignais souvent. Maintenant, je vois qu'il voyait plus loin que moi. Jonas a souri. Ce mari vous a protégé même après sa mort. Il m'a conseillé d'ouvrir immédiatement un nouveau compte et de déplacer toutes mes dépenses de la carte secondaire que Michel gardait autrefois pour aider maman à faire les courses. Nous ferons tout légalement, de manière transparente et sans bruit, a dit Jonas. Si Sandrine continue de répandre des rumeurs ou de dire quoi que ce soit de diffamatoire, j'enverrai une mise en demeure. Et si vous vous sentez menacé, je peux demander une ordonnance de protection temporaire. J'ai hoché la tête. Merci, Jonas. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste qu'ils comprennent que la limite est fermée. Cet après-midi-là, je suis allée à la banque comme il l'avait conseillé et j'ai ouvert un nouveau compte. L'employé a demandé « Voulez-vous transférer vos limites de dépenses automatiques de l'ancienne carte ?»« Non », ai-je répondu immédiatement. « Je gérerai tout moi-même. » Quand j'ai signé les formulaires,
Ma main était exceptionnellement stable. Cette signature était le point final du rôle de la bonne mère obéissante que j'avais joué pendant trop longtemps. De retour à l'appartement terrasse, j'ai fait installer des caméras et une sonnette vidéo par un technicien. Ils ont passé près de 2 heures à finir, à tester la connexion et à me montrer l'application sur le téléphone. J'ai également engagé un gardien de nuit pour la première semaine, au cas où Michel se présenterait à l'improviste. Ce soir-là, Paul est passé avec un grand sac en tissu. « Je vous ai apporté ceci » dit-elle, révélant une magnifique robe vert émeraude. Du satin italien, une coupe simple, un élégant col en V. « Je pense que vous devriez avoir quelque chose comme ça pour votre prochaine apparition. » J'ai touché le tissu et j'ai souri. C'est la couleur préférée de Gérard. Il disait que ça me donnait l'air de briller dans une forêt. « Parfait, alors, » dit Paul. « Parce que je crois que vous en aurez besoin quand vous remonterez sur scène. » Je l'ai regardée un peu surprise. « Sur scène ?»« Pas littéralement, » a-t-elle ri. « Je veux dire la vie. Je pense que vous êtes sur le point de faire un retour que cette ville n'oubliera pas. » Après son départ, j'ai accroché la robe près de la fenêtre, de sorte que les lumières de la nuit brillaient à travers le tissu doux. Le verre scintillait dans l'obscurité comme une promesse silencieuse de ce qui allait arriver. Avant de me coucher, j'ai préparé une tasse de camomille, posé mon téléphone sur la table et désactivé toutes les notifications. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas entendu de pas furtifs dans un couloir ou des voix parlant dans mon dos. Seulement la pluie qui tapait sur la vitre et le léger parfum du thé. Je me suis allongée dans le nouveau lit, les couvertures douces et chaudes, la veilleuse projetant une douce lueur dorée sur le mur. Mes muscles se sont détendus un par un. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et je me suis endormie. Cette nuit-là, j'ai dormi 8 heures complètes, le premier sommeil depuis des années, non interrompu par le bruit des pas prudents de quelqu'un devant ma porte. Et quand l'aube a inondé la pièce, j'ai su que l'ancienne porte s'était refermée pour de bon. Un après-midi de semaine, j'étais assise près de la fenêtre de l'appartement terrasse avec une tasse de thé lorsque Paul a appelé. Sa voix était enjouée, avec cette pointe de malice familière. « Hélène, j'ai une idée. Le salon privé de l'immobilier de cette année cherche des conférenciers invités, des personnes ayant une expérience personnelle réelle en matière de finances. Ils veulent que vous partagiez comment vous êtes devenue financièrement indépendante à 70 ans. Je pense que vous devriez dire oui. » J'ai gloussé. Ça a l'air tentant, mais je n'accepterai que si la salle inclut des personnes qui pensaient autrefois que je dépendais d'elles. Paul a éclaté de rire. « Oh, je vois. Vous voulez un public spécial ? Le genre de famille qui s'incruste habituellement à la fête sans y être invité. »« Non, » ai-je dit. « Je veux qu'ils soient invités sur du papier cartonné élégant avec la ligne. Opportunité d'investissement avec la génération dorée. Apprenez de ceux qui ont réussi. » Paul est restée silencieuse quelques secondes, puis a ri à nouveau. « Eh bien, Hélène, vous construisez un piège juridique parfait. Je m'occuperai de la liste des invités. Ils ne se douteront de rien. Un événement d'investissement attrayant, du vin gratuit, et l'orateur principal est la personne qu'ils appelaient autrefois un fardeau. » Après cet appel, mon sang ne faisait qu'un tour, non pas de colère, mais de contrôle. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas poussée dans un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Je tenais le scénario, et chaque ligne était légale, polie et impossible à déformer. Le lendemain après-midi, j'ai rencontré Jonas pour passer en revue les détails. Il a posé un dossier et m'a regardé avec une approbation prudente. « Soyons clairs, Hélène, » a-t-il commencé. « Vous pouvez raconter votre histoire, mais vous ne pouvez nommer personne directement. Ni Sandrine, ni Michel.
N'importe qui pourrait vous poursuivre en justice si vous les rendez identifiables. Nous nous en tenons aux événements, pas aux individus. Je comprends, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de nom. La vérité parlera d'elle-même. Nous avons rédigé le plan ensemble. J'ai choisi le sujet, 5 leçons sur l'indépendance financière après 60 ans. Jonas a hoché la tête, disant que c'était subtil et substantiel. J'ai écrit l'introduction. Je pensais que l'amour signifiait tout donner, jusqu'à ce que je réalise que lorsque vous donnez tout, les gens oublient que vous avez jamais eu quelque chose. Jonas a levé les yeux et a hoché la tête. Vous dites la vérité, mais avec la voix d'une gagnante, pas d'une victime. Gardez ce ton. J'ai passé 2 jours à créer les diapositives. Chaque page était une courte phrase avec des visuels légers. 1. Personne ne gère votre argent mieux que vous. 2. Gardez au moins un compte que vous êtes la seule à connaître. 3. L'amour ne signifie pas signer tous les papiers. Et 4. L'indépendance financière est la forme la plus claire de respect de soi. 5. L'âge ne limite pas un nouveau départ. Quand j'ai eu fini, j'ai étudié chaque ligne à l'écran et j'ai eu l'impression de m'instruire à nouveau. Ces leçons étaient du sang, des larmes et un éveil. Ce soir-là, j'ai appelé la banque pour demander une lettre de capacité financière, ne montrant pas les soldes, mais confirmant que je suis une cliente prioritaire et qualifiée pour investir. Le directeur a reconnu ma voix. « Madame Cartier, vous êtes toujours une cliente de niveau signature. Je ferai envoyer la lettre de confirmation le matin. »« Merci, » ai-je dit. « Je veux juste que quelques personnes sachent que je ne suis pas aussi pauvre qu'elles le pensent. » L'associé a ri doucement. Je pense qu'ils sont sur le point de le croire. Le lendemain matin, j'ai appelé Paul pour demander quelques détails sur l'événement. Je veux 3 dossiers sur la table d'exposition, 3 lettres d'intention, des engagements d'investissement temporaires pour 3 types de biens. Un appartement en centre-ville, une maison de banlieue et un petit espace commercial. Juste imprimé avec des tampons de vérification. Paul a eu le souffle coupé. « Allez-vous vraiment signer des investissements lors de l'événement ?»« Je n'ai pas besoin d'investir. » J'ai souri. J'ai juste besoin de prouver que je peux le faire. Certaines personnes choisissent la vengeance alimentée par la colère. Je choisis la loi et le sang-froid. Qu'est-ce qui, selon vous, rend une personne plus forte? Le silence ou la confrontation? Partagez-le avec moi dans les commentaires. Je crois que chaque réponse est une voie pour le respect de soi. Jonas a entendu le plan et a souri. Une frappe légale et visuelle. Personne ne peut poursuivre une personne pour être assez riche pour donner l'exemple. J'ai aussi veillé à ce que l'équipe de tournage privée de Paul, et non les médias officiels, enregistre l'intégralité de l'événement. Si nécessaire, ai-je dit. Ces images prouveront que j'ai raconté mon histoire sans diffamation. Paul a hoché la tête. Compris. Vous êtes la stratège la plus méticuleuse avec qui j'ai jamais travaillé. Quand tout a été prêt, les invitations ont été envoyées. J'ai soigneusement choisi la liste des invités. Des investisseurs familiers, quelques vieux amis de Gérard, et bien sûr, Michel et Sandrine. Ils ont reçu du papier épais et des enveloppes scellées à la cire avec l'en-tête élégant. Invitation exclusive, soirée privée d'investissement immobilier. Je savais que Sandrine ne résisterait pas. Elle avait soif de statut et d'apparence. Un événement haut de gamme avec des investisseurs sérieux. Elle viendrait, sinon par curiosité, du moins pour se prouver. 2 jours plus tard, Michel a envoyé un court texto. « Sais-tu qui nous a invités ?» J'ai regardé l'écran et répondu simplement « Oui ». 2 mots suffisants pour lui dire que je n'évitais plus rien. Ce soir-là, Sandrine a laissé un message vocal. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Je suis désolée si je t'ai contrarié. Pouvons-nous parler ?» J'ai écouté,
le téléphone toujours à mon oreille, mes lèvres immobiles. Sa voix était aussi douce que jamais, mais j'entendais la peur à l'intérieur. J'ai sauvegardé le message dans un dossier nommé « Preuve ». Cette nuit-là, je me suis assise, seule à la petite table de la salle à manger, une lumière chaude sur le mur. Sur la table se trouvait l'invitation imprimée, le jeu de diapositives et la robe émeraude que Paul avait apportée la semaine précédente. J'ai touché le tissu et j'ai souri. Gérard disait « Cette couleur te va bien. Elle donne l'impression aux gens que tu sais exactement qui tu es. » Maintenant, je le sais. Je sais qui je suis, ce que j'ai et ce qu'ils sont sur le point d'affronter. Je ne les déteste pas. Je ne veux pas me déchaîner avec des larmes. Je veux juste qu'ils voient trop la femme qu'ils ont méprisée, debout sous des lumières vives, parlant de respect de soi, d'indépendance et de la vraie valeur d'une personne. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville se reflétant sur la rivière. Une légère brise est entrée, soulevant une petite note que j'avais laissée sur la table, à l'encre bleue, écrite quelques jours auparavant. « Tu n'as pas besoin de te battre en criant. Fais-leur juste entendre le silence du pouvoir. » J'ai plié la note et l'ai glissée dans mon portefeuille. Demain, tout commence, non pas avec une guerre, mais avec un discours légal et percutant. Et je sais que lorsque je monterai sur cette scène, Hélène Cartier ne parlera pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui ont été qualifiés de fardeau simplement parce qu'ils sont vieux. Ce soir-là, Nantes portait un or chaud provenant des lampadaires, et l'air du début de l'automne transportait un léger frisson. Je me tenais devant le miroir, mes mains légèrement tremblantes, mais mes yeux fermes. La robe émeraude que Paul m'avait donnée me seyait parfaitement. Le satin brillait doucement sous la lumière, comme une armure douce, non pas pour combattre qui que ce soit, mais pour protéger la dignité qui restait après des années de silence. J'ai vaporisé une touche de parfum ambré que Gérard aimait, et j'ai mis des boucles d'oreilles en perles. Quand j'ai quitté l'appartement, mon ombre s'étirait longuement dans le couloir sombre. À 70 ans, je ne suis pas jeune, mais je ne me suis jamais tenue aussi droite. Paul m'attendait dans le hall en tailleur noir et chemise blanche. « Prête ?» demanda-t-elle avec un sourire éclatant et nerveux. « Je suis née prête pour ça, » ai-je dit. Le salon se tenait dans la salle de bal du Grand Hôtel de la Loire, où j'allais avec Gérard pour des conférences de comptabilité. Lustres en cristal, moquette épaisse, vin rouge attendant à la réception. Un peu plus d'une centaine d'invités, des investisseurs, des courtiers, quelques visages familiers des médias. Mais j'ai cherché un coin, côté droit, 4e rangée, où Michel et Sandrine venaient de s'asseoir. Elle portait une robe rouge, un maquillage complet, une confiance oscillant sur le forcé. Michel était assis droit, les yeux fuyants, comme s'il ne savait pas s'il devait avoir honte ou être fier. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai croisé leurs yeux et j'ai hoché la tête. Ils n'ont pas répondu. Quand le micro s'est allumé, les lumières se sont centrées sur le podium en bois. L'animateur a souri. « Mesdames et messieurs, l'oratrice spéciale de ce soir est une investisseuse chevronnée qui prouve que l'indépendance financière n'est pas réservée aux jeunes. Veuillez accueillir Madame Hélène Cartier. » Applaudissements polis. J'ai marché vers la scène avec un petit sourire. Les lumières ont attrapé le verre de ma robe et la salle est restée silencieuse un instant. J'ai posé ma main sur le podium et j'ai pris une longue inspiration. « Bonsoir à tous », ai-je commencé, la voix claire et stable. Je veux parler de deux choses qui ne semblent pas liées, l'indépendance financière et le prix du silence. La salle s'est calmée. Je me suis écartée pour que les lumières encadrent mon visage. Je croyais que le bonheur à un âge avancé signifiait vivre près de ses enfants.
J'ai vendu la petite maison où mon mari et moi avons vécu pendant 30 ans pour emménager avec la famille de mon fils. J'imaginais des rires tous les soirs, des dîners chaleureux, des matins à préparer le café ensemble. Puis un jour, j'ai réalisé que j'avais été effacée de la table. Quelques chuchotements. J'ai continué. Pas par des disputes ou un rejet ouvert, juste moins de chaises avec le temps, moins d'assiettes mises pour moi. Repose-toi un peu plus. Ne te surmène pas. Ce genre de phrase. Et une nuit, j'ai surpris une conversation. Quelqu'un a dit « Demain matin, on l'emmènera visiter un endroit sympa. Ils ont déjà réservé un lit. » J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer. La pièce semblait plus froide. J'ai jeté un coup d'œil à Michel, la tête baissée, Sandrine agrippant son verre de vin. J'ai continué, la voix stable. Cet endroit sympa, comme vous le savez, était une résidence pour personnes âgées. Et j'ai compris alors que certains silences coûtent très cher. J'étais silencieuse quand il parlait pour moi, dépensait pour moi, décidait pour moi. Jusqu'à ce que je doive me demander, si je ne parle pas, qui parlera pour moi? Les lumières se sont adoucies. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. À l'écran, l'indépendance financière n'a pas d'âge. J'ai tout recommencé, j'ai ouvert mes propres comptes, j'ai appelé le conseiller de mon défunt mari, et en 3 mois, j'ai redessiné ma vie. Quelques personnes ont applaudi, de manière éparse, mais sincère. J'ai souri et hoché la tête. Ce soir, je partage 5 choses que j'ai apprises, non seulement sur l'argent, mais sur le respect de soi. J'ai cliqué. Les lignes sont apparues une par une. 1. Personne ne vous aime assez pour toujours décider à votre place. 2. Ne signez rien avant d'avoir lu chaque mot. 3. Gardez au moins un compte connu de vous seul. 4. Ne laissez personne vous qualifier d'incompétente quand vous êtes lucide. 5. L'âge ne se mesure pas en années, mais en nombre de fois où vous osez recommencer. La salle retenait son souffle. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, d'une voix plus basse et plus profonde. Et aujourd'hui, je partagerai une chose de plus. J'ai versé des acomptes sur 3 propriétés. Un appartement en centre-ville, une maison de banlieue et un petit espace commercial. Non pas pour me vanter, mais pour me rappeler que je peux m'étendre quand d'autres veulent me réduire. Du fond de la salle, Paul a croisé mon regard et a hoché la tête. La caméra a balayé lentement. Au 4e rang, Sandrine clignait des yeux rapidement, ses lèvres bougeant à peine. Je les ai regardés une fois, sans haine, sans colère, juste comme quelqu'un qui avait finalement pris sa place légitime. J'ai conclu avec une phrase que Jonas avait suggérée un jour. Vous pouvez être trahi, vous pouvez être sous-estimé, mais n'abandonnez jamais votre droit de parler. Car si vous restez silencieux trop longtemps, quelqu'un d'autre écrira votre histoire pour vous. Les applaudissements se sont intensifiés, puis se sont transformés en une ovation soutenue. J'ai légèrement incliné la tête et reculé, tendant le micro à Paul. Elle est montée sur scène, souriant largement. Merci, Madame Hélène Cartier, pour ce discours puissant et inspirant. Et maintenant, j'aimerais inviter un invité spécial, l'avocat Jonas Pierre, qui défend les droits des personnes âgées. Jonas s'est avancé et m'a serré la main. Il a parlé brièvement, calmement. Ce que Madame Cartier a partagé aujourd'hui n'est pas seulement une expérience. C'est un signal d'alarme pour nous tous sur l'importance de l'autonomie juridique. Quand il a terminé, les lumières ont pris une teinte plus douce. L'espace salon s'est ouvert et du vin et des amuse-gueules ont été servis. Je me suis tenue parmi de petits groupes d'invités, signant 3 lettres d'intention, les engagements d'investissement temporaire que j'avais préparés. Chaque document était posé sur la table. Jonas a vérifié les signatures. L'équipe de tournage de Paul a tout enregistré.
Un journaliste d'un magazine d'investissement s'est approché et a demandé « Madame Cartier, c'est impressionnant. À votre âge, vous continuez d'élargir votre portefeuille. Quel est votre secret ?» J'ai souri. Le secret est simple. Ne laissez personne vous dire que vous en avez assez. Personne n'a le droit de fixer les limites de votre vie, sauf vous. Des applaudissements ont éclaté de quelques personnes à proximité. Je savais que quelque part dans la foule, Sandrine serrait son verre de vin si fort que ses jointures blanchissaient. Alors que l'événement touchait à sa fin, j'ai senti une légère tape sur mon coude. Je me suis retournée pour voir Sandrine, ses yeux un mélange de peur, de regret et d'une lueur de colère. Elle a chuchoté « Maman !» Je l'ai regardée droit dans les yeux, ma voix stable. « Si tu as quelque chose à dire, retrouve-moi au bureau de l'avocat. » Elle s'est figée, la bouche légèrement ouverte, mais aucun mot ne sortait. Je me suis détournée et j'ai marché lentement à travers la pénombre. Mes talons claquaient sur le marbre à un rythme régulier, comme le battement constant d'un cœur qui ne tremble plus. Cette nuit-là, je ne me suis pas seulement tenue devant une salle de bal. Je me suis tenue devant la partie de ma vie qui avait été volée, et avec chaque mot, je l'ai reprise. 2 jours après le discours, alors que je préparais mon café du matin dans la cuisine silencieuse, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Au début, j'ai pensé que c'était la banque, ou Paul, mais non, c'était un flot de numéros inconnus. Quand j'ai ouvert ma boîte de réception, des dizaines de nouveaux emails sont apparus avec des sujets récurrents. Madame Cartier, demande d'interview. Votre histoire se propage. Autorisation de citer vos remarques de la conférence. Avant que je puisse réagir, Paul a appelé, à moitié excité, à moitié inquiète. Hélène, tu es aux informations. La chaîne locale a rediffusé ton discours. Il t'appelle la femme de 70 ans qui s'est battue pour l'indépendance financière. Le clip se propage rapidement sur les réseaux sociaux. Tu deviens un symbole. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Je voulais seulement me montrer une fois pour me prouver que je n'étais plus la silencieuse. Je ne m'attendais pas à ce que le discours soit partagé par des milliers de personnes. Paul a continué. Une jeune journaliste nommée Lisa Grant veut t'interviewer pour le segment « Femmes et autonomie financière ». Je pense que tu devrais le faire. Tu peux contrôler le ton, neutre, émouvant, sans nommer personne. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai accepté. Cet après-midi-là, Lisa est venue à l'appartement-terrasse. Elle avait une trentaine d'années, petite, les cheveux bruns attachés en arrière. En entrant, elle a regardé la pièce lumineuse et ouverte avec admiration. « C'est magnifique !» a-t-elle dit. « Et paisible ?» J'ai souri. J'ai payé un prix élevé pour cette paix. L'interview était douce. Lisa n'a pas demandé de nom, ni creusé le scandale. Elle s'est concentrée sur la reconquête de l'autonomie. Avez-vous des conseils pour les personnes financièrement dépendantes de leurs enfants ? A-t-elle demandé. J'ai répondu lentement. Je ne suis pas contre le fait de vivre près de ses enfants, mais l'amour ne signifie pas laisser quelqu'un d'autre décider de votre valeur. Tout le monde a besoin de limites, financières et émotionnelles. Quand vous perdez ces limites, vous perdez votre voix. Elle a diffusé cette réponse sans coupure aux informations du soir le lendemain. J'étais assise dans mon salon, entendant ma propre voix à travers l'écran, calme, claire, non amère. Je n'avais plus peur. J'avais parlé pour les années où j'étais restée silencieuse. Et peut-être pour beaucoup d'autres mis de côté qui n'osent pas parler. Mais alors, aussi naturellement que la lumière se propage, l'obscurité tente de repousser. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré sans arrêt. Un SMS de Michel. « Maman, ça devient incontrôlable. Sandrine se fait attaquer en ligne. Les gens l'insultent sur les réseaux sociaux. S'il te plaît,
rétablit la vérité. J'ai posé le téléphone et je suis restée assise tranquillement quelques minutes. Dehors, par la fenêtre, des mouettes survolaient la Loire, libres et silencieuses. J'ai répondu par SMS. Je n'ai accusé personne. J'ai raconté mon histoire. Si quelqu'un s'y reconnaît, peut-être devrait-il se demander pourquoi. Michel n'a pas répondu. Je savais qu'il paniquait, mais je ne le blâmais plus. La panique est parfois le premier signe de prise de conscience. Cet après-midi-là, Jonas a appelé. Sa voix était un peu tendue. « Hélène, vous devriez savoir que Sandrine vient de publier une longue déclaration sur son Facebook personnel. Elle a écrit « Ma belle-mère, Madame Hélène Cartier, a des problèmes de mémoire et a besoin de soins. Quelqu'un l'exploite à des fins publicitaires. » J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré. Elle vient de me qualifier de mentalement déficiente. « C'est exact, » a dit Jonas. Et le message se propage rapidement. J'ai rédigé une mise en demeure et je la lui ai envoyée. Si elle ne le retire pas dans les 24 heures, nous la poursuivrons pour diffamation et atteinte à votre dignité. J'ai hoché la tête, mon ton toujours calme. Faites ce qui est nécessaire. Je ne veux pas me battre avec des mots, seulement avec des faits. J'ai raccroché et je suis sortie sur le balcon. Le coucher de soleil se fondait dans la rivière, l'orange se mêlant au bleu profond. Sous cette lumière, la ville avait l'air paisible, comme si aucune tempête ne faisait rage à l'extérieur. J'ai réalisé que je ne tremblais plus sous les attaques. J'avais appris à garder une voix stable dans le vent. Cette nuit-là, j'ai réarrangé l'appartement, en partie pour me vider la tête, en partie pour me préparer à ce qui allait arriver. J'ai signé les contrats de décoration intérieure de Paul. Un ensemble en cuir gris fumé, une nouvelle bibliothèque, quelques plantes vertes. Lorsque l'équipe de livraison est arrivée, ils ont demandé « Dans quelle direction le canapé doit-il être orienté pour capter la lumière du matin ?»« Vers l'est, » ai-je dit. « Je veux voir le soleil avant de voir qui que ce soit. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai pris une nouvelle habitude. Marcher le long de la Loire, chaque matin de bonne heure. Je portais un petit carnet, notant parfois quelques lignes sur des petites choses que j'avais oubliées. L'odeur du café, matinale. Le vent s'insinuant dans mon manteau. Je voulais me rappeler que la liberté n'est pas d'être bruyant, mais de bouger à son propre rythme. Un matin, alors que je marchais sur le chemin de pierre au bord de la rivière, mon téléphone a sonné. Une voix masculine mesurée s'est fait entendre. « Madame Cartier, je suis Raoul Navarro, un journaliste d'investigation pour le Chronique de l'Ouest. Je pense que j'ai quelque chose que vous devez voir. » Je me suis arrêtée en plein chemin. « Quelque chose que je dois voir ? » « Oui. J'enquête sur des stratagèmes de fraude financière qui ciblent les personnes âgées. Votre nom apparaît dans certains documents que j'ai obtenus. Je ne peux pas expliquer par téléphone, mais croyez-moi, cela vous concerne directement, vous et votre famille. » Un frisson m'a parcouru l'échine, mais ma voix est restée égale. « Quand voulez-vous nous rencontrer ? » « Demain, si possible. Je peux venir à votre appartement, mais je recommande la présence de votre avocat. »« Bien, » ai-je dit. « J'appellerai Jonas. » J'ai raccroché et j'ai fixé l'eau calme. Le ciel était plus gris que d'habitude et mon cœur aussi. Je savais qu'à partir de ce moment, les choses avaient dépassé le cadre de la famille et des sentiments. La nuit précédant la réunion, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise à la table et j'ai ouvert mon vieux carnet en cuir, celui où j'avais consigné 5 ans dans la maison de Michel. Je l'ai réécrit soigneusement, comme une déclaration sous serment, sous forme de journal. Le jour où Sandrine a cessé de me préparer le dîner, la première fois que je les ai entendus utiliser le mot « solution »,
La nuit où ils ont discuté de la visite de repos, chaque SMS, chaque affront, chaque minuscule détail consigné. J'ai écrit pendant près de 4 heures. Chaque mot refermait une vieille blessure et érigeait également une clôture autour de la vérité. Quand j'ai eu fini, j'ai posé le stylo et j'ai pris une profonde inspiration. Je n'étais plus celle qui fuyait. Avant de me coucher, j'ai regardé autour de la pièce silencieuse. Tout était à sa place, du fauteuil au tableau en passant par la photo de Gérard. J'ai murmuré « Tu vois, Gérard ? Tout va bientôt s'éclaircir. Cette fois, je ne laisserai personne réécrire notre histoire. » Dehors, la ville dormait. J'ai tiré les rideaux pour qu'un peu de lumière de la rue effleure la pièce. Maintenant, Hélène Cartier était prête non seulement à protéger sa dignité, mais à affronter la vérité, aussi compliquée soit-elle. Ce matin-là, Nantes était sombre, la pluie tapotant sur les avant-toits comme un présage de ce qui allait arriver. J'ai posé une théière de menthe sur la table et je me suis ressaisie. À 9 heures précises, la sonnette a retenti. Raoul Navarro est apparu. Manteau brun foncé encore moucheté de pluie, sac en cuir sur l'épaule, silhouette élancée, yeux perçants. Comme quelqu'un habitué à marcher sur la ligne entre la vérité et le mensonge. Juste derrière lui se tenait Jonas Pierre, portant un dossier et un carnet. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer », dit Raoul, d'une voix chaude et basse. « Je promets de ne vous montrer que ce que vous devez voir. Le reste, c'est à vous et à votre avocat de décider. » J'ai hoché la tête et j'ai fait un geste pour qu'il s'assoie. Parlez franchement, je suis trop vieille pour avoir peur de plus. Raoul a ouvert son sac et en a sorti un dossier épais, maintenu par un élastique. Il a retiré l'élastique et a tourné la première page. Les déclarations de revenus de Michel et Sandrine des 3 dernières années. Dessus, une annotation en rouge. Soins à personnes dépendantes, déclin cognitif, belle-mère. J'ai froncé les sourcils. Ils m'ont déclarée cognitivement déficiente. Raoul a hoché la tête. Non seulement ça, mais ils l'ont utilisé pour réclamer des déductions fiscales spéciales, près de 28 000 € sur 3 ans. J'ai vérifié avec les données des impôts. Chaque déclaration vous liste comme la personne à charge recevant des soins à leur adresse. J'ai jeté un coup d'œil à Jonas. Il a rapidement feuilleté les pages, son regard devenant froid. Ce n'est pas seulement un problème financier. S'ils ont falsifié votre état de santé pour obtenir des avantages fiscaux, c'est de la fraude. De la fraude organisée. Raoul a tourné la page. Et c'est ce qui a vraiment attiré mon attention. Il a sorti des copies de dossiers médicaux avec le logo d'une clinique de neurologie de Saint-Herblain, me listant Hélène M. Cartier, avec un léger trouble cognitif, surveillance requise. J'ai failli être anesthésiée. Je n'y suis jamais allée. Je n'ai jamais eu d'examen neurologique. Raoul a hoché la tête. Je sais. J'ai vérifié les registres des caméras de l'assurance maladie. Aucune image de vous ne correspond à cette patiente. Et la date du rendez-vous, le 13 février, correspond au matin où vous étiez à la banque. Jonas a serré la main. Un dossier médical falsifié, une signature de médecin falsifiée, c'est suffisant pour constituer un délit d'abus de faiblesse sur personne âgée. Je suis restée immobile, la gorge sèche. Chaque page qu'il montrait était comme une coupure lente et précise, à travers les dernières illusions que j'avais sur la famille. Raoul a sorti une clé USB et l'a branchée sur son ordinateur portable. Cette partie, vous devriez la voir de vos propres yeux. À l'écran, un blog caché est apparu. Domaine simple, soinspourmamère.net. Le premier article, datant de 7 mois, était intitulé « Prendre soin d'une mère atteinte de démence, un voyage invisible ». En dessous, une photo floue. Une femme aux cheveux argentés, de dos, dans une cuisine. La légende disait « Ma mère,
autrefois comptable, ne me reconnaît plus chaque matin. Elle saute parfois des repas, erre dans la maison et parle au passé. J'ai retenu mon souffle. La silhouette, les épaules, le gilet gris, c'était moi, mais c'était un arrêt sur image de la caméra de sécurité du salon de Michel. Ma voix tremblait. À quoi sert ce blog? Raoul a répondu: à solliciter des dons, collecte de fonds en ligne. Il y a un lien PayPal et un lien de financement participatif sur les réseaux sociaux. Au total, ils ont récolté plus de 45 000 €, citant les coûts des médicaments, les frais d'infirmière et les soins pour une mère âgée atteinte de démence. J'ai vérifié les transactions. Tout est allé sur un sous-compte de Sandrine. Je suis restée en silence, incapable de parler. La pièce semblait rétrécir. Le bruit de la pluie dehors martelait comme un battement de cœur dans ma poitrine. Jonas a posé une main sur mon épaule et a parlé lentement. Hélène, ce n'est pas seulement de l'abus financier. C'est un crime délibéré combinant fraude fiscale, dossiers médicaux falsifiés et exploitation de votre image. Vous êtes la victime. Et maintenant, nous avons des preuves. Raoul a fermé l'ordinateur portable. La question est, que voulez-vous en faire? Je peux le transmettre au procureur, ou si vous voulez que ce soit public, je peux vous aider à contrôler l'information. Jonas est intervenu immédiatement. Je recommande les deux. Déposer plainte auprès du ministère de la Justice et faire une déclaration publique transparente. Pas de nom, juste des faits. Si nous agissons les premiers, ils ne pourront pas déformer l'histoire. J'ai regardé les deux hommes devant moi, un journaliste et un avocat, des étrangers protégeant ma dignité mieux que ma propre famille. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit: faites les deux, mais je veux être celle qui le dit. Cette fois, je ne me cacherai pas dans l'ombre. Jonas a hoché la tête. Nous commencerons par reproduire chaque document. Pendant les 3 jours suivants, le bureau technique de Jonas a bourdonné comme une ruche. Son personnel a copié et numéroté chaque fichier et a rédigé des résumés. Je suis allé voir mon médecin traitant, le docteur Anne Klein, pour obtenir une attestation de capacité mentale. Elle a souri gentiment. Hélène, je m'occupe de vous depuis 10 ans. Vous êtes plus vive que beaucoup de quadragénaires que je connais. Je signerai une attestation de pleine capacité cognitive à des fins médicales et légales. Je l'ai remerciée, sentant un poids s'enlever. J'ai également fait venir un notaire à l'appartement pour attester de certaines déclarations sous serment. Jonas a dit que cela renforcerait la crédibilité de notre communication. Pendant ce temps, Paul a organisé une équipe de diffusion en direct professionnel, 2 caméras, un éclairage doux et une connexion sécurisée. Pas de scène, juste vous et la vérité, a-t-elle dit. Parlez comme si vous aviez une conversation, pas comme si vous donniez un discours. Pendant 3 soirs, j'ai répété devant le miroir. Chaque fois, je me tenais droite, je regardais droit dans la lumière et je parlais lentement. Mon nom est Hélène Cartier. Je ne suis pas cognitivement déficiente. Je n'ai pas besoin de soins à plein temps. J'ai besoin de respect. Et j'ai des preuves. À chaque pause, je respirais et contrôlais mon ton. Pas de colère, pas d'amertume. Jonas me rappelait sans cesse que le sang-froid est l'arme la plus tranchante. La nuit, avant la diffusion en direct, je me suis assise seule près de la fenêtre. Les lumières de la ville s'étendaient comme une rivière d'étoiles. J'ai rouvert le dossier de Raoul et j'ai lu chaque ligne et chaque chiffre. Chaque chiffre était une parcelle de tromperie, une cicatrice écrite à l'encre noire. Je ne tremblais plus. Je ressentais une clarté, comme un brouillard se levant enfin après des années de peur. J'ai écrit une dernière ligne dans mon journal. Demain, je dirai la vérité. Non pas pour la vengeance, mais pour que personne ne puisse plus jamais parler à ma place.
L'équipe est arrivée tôt le lendemain matin. Ils ont installé les caméras, testé les lumières, vérifié le signal. Jonas était assis à côté de moi avec son ordinateur portable ouvert, les documents soigneusement rangés dans un dossier en cuir. Paul se tenait derrière le moniteur, signalant un test de voix. « Ça va ?» demanda-t-elle. J'ai souri, plus que jamais. À 10 heures précises, les lumières d'enregistrement se sont allumées. J'ai regardé dans l'objectif et j'ai pris une longue inspiration. Mes mains reposaient légèrement sur la table, stable. Ma voix était claire et ferme. Bonjour à tous. Je suis Hélène Cartier, 70 ans. Depuis 3 ans, certaines personnes disent que je perds la mémoire. Certains ont écrit que je ne suis pas assez lucide pour gérer mes finances. Aujourd'hui, je veux raconter les choses avec des preuves, pas avec des larmes. La pièce était silencieuse. La lumière tombait sur mon visage et se reflétait dans mes yeux calmes. Je n'étais plus la mère poussée dans la nuit, plus la femme âgée qui a besoin de soins. Maintenant, j'étais celle qui racontait sa propre histoire. Lentement, précisément, chaque mot traçant une ligne de lumière à travers la toile sombre de mensonges qu'ils avaient tissée pendant des années. Et je savais que lorsque la diffusion se terminerait, ce ne serait pas seulement moi qui me réveillerais. Des milliers d'autres, étiquetés et méprisés, réaliseraient ceci. Le silence n'est jamais une obligation. Ce matin-là, le ciel de Nantes était d'une clarté inhabituelle. Les premiers rayons de soleil rebondissaient sur la Loire et montaient le long du mur de verre de mon appartement. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude et me suis assise devant le miroir, me brossant lentement les cheveux. Chaque mèche argentée captait la lumière, me rappelant le chemin parcouru pour arriver à ce jour. Dans le salon, l'équipe de Paul était prête. 2 caméras, un micro-cravate, des lumières ambrées chaudes pour garder mon visage naturel. Jonas était assis derrière son ordinateur portable. Raoul se tenait à proximité avec des dossiers et le prompteur. « Encore une répétition ?» demanda le technicien. J'ai secoué la tête. « Non, je ne lis pas un discours. Je dis ce que j'ai vécu. » À 10 heures précises, le voyant rouge s'est allumé. J'ai regardé droit dans l'objectif et j'ai parlé d'une voix basse et égale. « Bonjour à tous, je suis Hélène Cartier, 70 ans. Depuis 3 ans, certaines personnes disent que j'ai perdu la mémoire et que j'ai besoin de soins à plein temps. Aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions la vérité, non pas à travers des histoires, mais à travers des preuves. » Sur l'écran derrière moi, Raoul a affiché le blog caché qu'il m'avait montré auparavant. Une interface grise, le titre clairement visible. Prendre soin d'une mère atteinte de démence, un voyage invisible. Je l'ai pointé du doigt et j'ai parlé lentement. Ce blog a été créé pour raconter l'histoire d'une mère atteinte de perte de mémoire vivant avec ses enfants. Ils disent que cette mère, c'est moi. Mais je suis toujours là, à vous parler, lucide et claire. J'ai ouvert le premier dossier. Voici des déclarations de revenus indiquant que ma famille a fourni des soins à une personne à charge atteinte de déclin cognitif. Ils ont utilisé cela pour réclamer des dizaines de milliers d'euros de déduction. Mais regardez, le même jour où ils prétendaient que j'étais en traitement, la caméra de la banque confirme que j'ouvrais un nouveau compte là-bas, avec des transactions géolocalisées et une signature électronique. Raoul a mis les captures d'écran sur le flux, zoomant sur l'horodatage. J'ai pointé du doigt, ma voix stable. Le 13 février, ils disent que j'étais dans une clinique de neurologie à Saint-Herblain. Mais voici des images du Crédit Mutuel. Même heure, même minute. Je signais avec un conseiller financier. Pas d'hôpital, pas de médicaments. Dans la fenêtre de chat en direct, les commentaires ont commencé à fuser. Mon Dieu, c'est horrible. Incroyable. Elle est si forte.
défilant plus vite que je ne pouvais lire. J'ai continué, ma voix baissant. Et voici un message de collecte de fonds utilisant des images de leur caméra domestique. Ils ont dit que je sautais des repas, que j'errais, et que parfois, je ne reconnaissais pas mon enfant. Je veux demander, est-ce ainsi que nous traitons nos parents, en les transformant en accessoires pour susciter la pitié et récolter de l'argent? J'ai regardé droit dans l'objectif. Aujourd'hui, je ne pleure pas. Je veux juste poser une question simple. Où est-ce l'éthique lorsque la famille est transformée en profit? Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Jonas a hoché la tête, signalant que je pouvais le mettre sur haut-parleur. J'ai répondu. « Pourquoi appelles-tu maintenant, Michel ?» La voix de mon fils tremblait. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Sandrine se fait attaquer en ligne. Tu sais ça? Les gens ne comprennent pas. S'il te plaît, arrête. » Nies-tu que toi et ta femme avez pris de l'argent du blog? Prendre soin d'une mère atteinte de démence? Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je demande oui ou non, Michel. Maman, je demande une deuxième fois? Oui ou non? Avez-vous pris de l'argent à cause de cette histoire? Un long silence s'est étiré. J'ai entendu une respiration lourde, puis une dispute à l'autre bout. La voix stridente de Sandrine a coupé. Tu détruis la réputation de la famille? Tu ne sais même pas ce que tu fais. On essayait seulement d'aider. J'ai articulé chaque mot, gardant ma voix basse et égale. Le 15 mars, tu as publié que je m'étais effondrée dans la salle de bain et que j'avais été emmenée aux urgences. Mais ce jour-là, j'étais au bureau d'investissement de la Société Générale, signant une restructuration de portefeuille d'obligations. J'ai le reçu du rendez-vous, des photos et la confirmation du personnel. Veux-tu que je le mette à l'écran? Silence de mort. J'ai regardé droit dans l'objectif, le téléphone toujours à la main. Je demanderai une dernière fois, oui ou non? À l'autre bout, Michel a parlé doucement, presque dans un murmure. Oui, mais maman, on a juste... Je l'ai coupé. Merci, c'est suffisant. Jonas a fait signe de couper le son. J'ai posé le téléphone sur la table, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait face à la caméra à nouveau. Vous l'avez entendu? Je ne cherche pas la pitié. Je veux juste dire ceci. Quand quelqu'un profite sous l'étiquette de soignant, ce n'est plus de la famille, c'est de l'abus. Le panneau de commentaires en direct a explosé. Les messages affluaient. Oh mon Dieu, je pleure. Ma belle-fille a aussi volé l'argent des allocations de ma mère? Madame Hélène, merci de parler pour nous. J'ai continué jusqu'à la fin, ma voix stable plutôt que forte. Demain, mon avocat, maître Jonas Pierre, déposera le dossier complet. Déclaration de revenus, documents médicaux falsifiés, et preuves du blog de collecte de fonds auprès de 3 instances, les services fiscaux, le département des affaires sociales et le bureau du procureur du tribunal de grande instance de Nantes. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous voulons la transparence et la justice pour les personnes âgées exploitées sous le déguisement de l'amour. Derrière la caméra, Raoul a signalé qu'il avait envoyé le dossier numérisé aux 3 agences via un système crypté sécurisé. J'ai vu les lumières du studio scintiller sur ses lunettes, froides et brillantes comme la conviction. J'ai fermé le dossier et j'ai souri légèrement. J'espère que ceux qui regardent aujourd'hui, quiconque a vécu quelque chose comme ça, comprendront que parler ne vous rend pas faible. Cela prouve que vous avez encore le courage de vous accrocher à votre nom. La musique de fin est montée. Jonas a coupé le micro et Paul s'est approché doucement. Tu as été exceptionnelle, Hélène. Tout était clair. Pas une seule ligne insultante. Les médias ne pourront pas le déformer. Raoul m'a regardé, sa voix rauque d'émotion. Vous devriez savoir que pendant la diffusion en direct, ce canal de dons a été verrouillé par la plateforme. Ils ont vérifié et gelé le compte au nom de Sandrine.
Plus de 45 000 € sont maintenant bloqués. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai simplement dit « Merci, Raoul ». La pièce s'est remplie de silence, non pas du genre lourd, mais du calme qui suit une tempête. J'ai déclipsé le micro, l'ai posé sur la table et je suis sortie sur le balcon. En bas, la ville brillait comme une rivière de vie. Le trafic lointain se mêlait au vent. Je me suis appuyée sur la balustrade et j'ai laissé l'air frais effleurer ma joue. De là-haut, tout semblait petit, même les années à être rabaissées et les mensonges qui m'étouffaient. J'ai pensé à Gérard, mon défunt mari, qui m'avait dit un jour « Quand tu dis la vérité, ne le fais pas pour gagner. Fais-le pour être libre. » Aujourd'hui, j'ai fait exactement cela. À l'intérieur, je ne ressentais aucune colère, seulement de la clarté. Je ne savais pas ce que les tribunaux décideraient demain, ni ce que les médias écriraient, mais je savais qu'à partir de ce moment, un nouveau chapitre avait vraiment commencé. Hélène Cartier, autrefois qualifiée de sénile, dépendante, inutile, se tenait maintenant dans la lumière, détenant la vérité, un sourire tranquille sur les lèvres. La nuit de Nantes semblait plus paisible que d'habitude. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir ne me faisait pas peur. Le matin, après la diffusion en direct, je me suis réveillée avec un sentiment inhabituel, pas exactement du soulagement, plutôt comme l'air après une tempête, pur, mais sentant encore légèrement la pluie. J'ai fait du café et j'ai ouvert la fenêtre sur la Loire qui scintillait au soleil. La ville continuait son cours comme si rien ne s'était passé, mais je savais qu'ailleurs, les rouages de la justice avaient commencé à tourner. Jonas est arrivé à 8 heures du matin, portant sa mallette en cuir familière. Il l'a posée sur la table et a parlé fermement. « Hélène, j'ai déposé le dossier complet auprès de 3 agences. Les services fiscaux, le département des affaires sociales de la Loire-Atlantique et le bureau du procureur du tribunal de grande instance de Nantes. Les accusations incluent 4 chefs d'accusation. Fraude fiscale, fraude aux dons, diffamation et abus de faiblesse sur personne âgée. » J'ai hoché la tête lentement, les mains enroulées autour de la tasse chaude. « Donc, c'est officiel. »« Officiel », a-t-il confirmé. Maintenant, ils doivent faire face aux conséquences. Jonas a ouvert sa mallette et en a sorti 2 grandes enveloppes. Ce sont les lettres pour Michel et Sandrine. Je les ai envoyées par service express. Elles contiennent 3 exigences. Premièrement, cessez immédiatement toutes les déclarations fausses à votre sujet, y compris sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, préservez toutes les preuves électroniques et financières liées à l'affaire. Détruire ou altérer quoi que ce soit déclenchera des accusations d'obstruction. Et enfin, aucun contact d'aucune sorte avec vous. Je suis restée silencieuse, entendant chaque mot atterrir comme un sceau. « Jonas, est-ce que je vais trop loin ?» Il m'a regardé calmement. « Non, Hélène, vous n'allez pas loin. Vous allez dans la bonne direction. Ce sont eux qui ont choisi la mauvaise route. » Cet après-midi-là, la première réponse d'une agence est arrivée plus vite que nous ne l'attendions. Un email des services fiscaux avec le sujet en gras, examen préliminaire initié, numéro de dossier 8-416-21-RC. Ils ont officiellement ouvert une enquête administrative et ont temporairement suspendu les codes de déduction du couple pour examen. En même temps, le département des affaires sociales a confirmé la réception du dossier de suspicion d'abus de faiblesse sur personnes âgées et a commencé à retracer le bloc de dons. Jonas a lu le dernier paragraphe à voix haute, l'air presque satisfait. Étant donné la nature publique de cette affaire, nous prioriserons l'examen pour protéger le lanceur d'alerte légitime. Je me suis penchée en arrière, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Il était toujours mon fils, après tout. Mais entre la tristesse et le pardon se trouve une distance que seule la vérité peut franchir.
3 jours plus tard, Michel a appelé. Sa voix était fatiguée, manquant de sommeil. « Maman, nous avons été mis à pied. L'entreprise dit qu'elle doit revoir l'éthique professionnelle. Sandrine est mise à l'écart. Nous avons tout perdu. » Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai parlé doucement. « Michel, je t'ai dit que chaque action a un prix. Engage ton propre avocat et assume tes responsabilités. Je ne peux pas porter tes erreurs pour toi. »« Maman, tu ne vas pas abandonner l'affaire ?» J'ai regardé par la fenêtre où la lumière dansait sur l'eau. « Non, mon fils. Je ne le ferai pas. Mais je laisserai la justice décider, pas la colère. » Silence sur la ligne pendant un long moment. Juste un léger soupir. Puis, l'appel s'est terminé. Le lendemain, des journalistes se sont rassemblés devant l'immeuble. Paul a appelé à l'avance. J'ai arrangé un créneau horaire sur seulement quelques grands médias. Ils veulent filmer dans l'appartement, mais vous pouvez refuser toute question sensible. Quand les caméras ont tourné, j'étais assise dans le salon avec le ciel derrière la vitre. Le présentateur a demandé « Regrettez-vous d'avoir mis cela en lumière ?» J'ai répondu calmement « Personne ne devrait regretter de dire la vérité. Je n'ai nommé personne. Je parle d'indépendance financière et de limites respectueuses, des choses que chaque personne âgée a le droit de conserver. » L'interview s'est terminée rapidement. Pas de larmes, juste une voix mesurée et des yeux qui ne tremblaient plus. Mais comme Jonas l'avait prédit, Sandrine n'est pas restée inactive. 2 jours plus tard, elle a posté une vidéo de 7 minutes sur son téléphone, pleurant et disant que j'avais été manipulée. Que ma belle-mère avait oublié les fois où je m'étais occupée d'elle et avait oublié l'amour de sa famille. Le clip s'est propagé rapidement, mais cette fois, Internet a répliqué avec force. Dans les commentaires, des milliers de personnes ont recoupé les détails. Le jour où elle dit qu'Hélène s'est évanouie est le jour où Hélène était à la banque. Le dossier de la clinique de neurologie est un faux. Le blog de collecte de fonds a été bloqué pour fraude. Pourquoi jouez-vous encore la victime? En quelques heures, la plateforme a signalé la vidéo comme information trompeuse et a limité sa portée. Ce soir-là, Raoul m'a envoyé le brouillon de son prochain article d'investigation, la 2e partie de sa série. Il a dit « Préparez-vous. Nous avons trouvé des preuves de prêt à la rénovation domiciliaire que Michel et Sandrine ont contractées sous prétexte de rendre la maison accessible pour les soins de la démence. En réalité, l'argent a payé des sacs de créateurs, des vacances et un séjour dans un complexe hôtelier à Marbella. » J'ai lu les premières lignes, me sentant à la fois triste et fatiguée. Derrière le vernis des soins aux parents, des prêts préférentiels ont été exploités comme un onglet de luxe. Quand la compassion devient de la paperasse pour les impôts, nous devons nous demander « Que reste-t-il de la famille ?» Raoul a promis de publier l'article le jour de l'audience préliminaire. Jonas a confirmé que notre dossier avait été transféré au tribunal de grande instance. Il a passé 3 jours à organiser une chronologie claire sur 5 ans, arrangeant chaque preuve en séquence, paroles, actions, argent et réponse. Pas besoin de raconter une longue histoire, a-t-il dit, juste de la clarté. Le matin de l'audience, je portais le tailleur gris fumé avec mon écharpe en soie violette familière. Jonas marchait à côté de moi, aussi calme que s'il s'agissait d'une réunion de routine. La petite salle d'audience était éclairée d'une lumière blanche. La juge, une femme d'environ 60 ans, avait un regard stable. Elle a parcouru le dossier et m'a posé quelques brèves questions. J'ai répondu directement, sans fioritures émotionnelles. « Vous sentez-vous menacé ou harcelé récemment ? » Je me sens blessée par la tromperie, mais je suis en sécurité en ce moment. Demandez-vous une ordonnance de protection temporaire ?
Je pense que nous devrions, pour éviter tout contact non désiré. Jonas a présenté chaque détail clairement. Le blog, les déclarations de revenus, l'attestation médicale et les lettres de mise en demeure. Tout était légal, logique et indéniable. La juge a feuilleté quelques pages et a tapé légèrement du marteau. Le tribunal ordonne une mesure conservatoire temporaire sur les actifs. Pas de transfert, de retrait ou de destruction de toute preuve connexe. Le tribunal accorde également une ordonnance de protection contre le harcèlement pour Madame Hélène Cartier. Toute tentative de la contacter ou de la diffamer sera poursuivie. Ce son, le doux marteau en bois, était léger, mais en moi, il a résonné comme une cloche finale. Depuis la rangée de la presse, Raoul a légèrement incliné la tête. Jonas a souri et a murmuré « C'est commencé, Hélène. À partir de maintenant, ils répondent à la loi, pas à votre patience. » Je suis sortie dans le couloir, l'air frais m'enveloppant. Je me suis arrêtée dans un rayon de lumière et je me suis demandé combien de personnes âgées souffraient encore en silence, effrayées, convaincues qu'elles étaient trop faibles pour parler. J'ai pris une longue inspiration et je me suis dit « Si mon histoire aide une seule personne à trouver sa voie, toute cette perte en vaut la peine. » Quand je suis sortie du palais de justice, le soleil avait percé. J'ai resserré ma main sur mon sac et j'ai avancé avec la foule. La justice avait commencé à bouger, et ceux qui avaient choisi la tromperie commenceraient enfin à en payer le prix. Le jour du procès, il pleuvait à nouveau à Nantes. Une bruine de début d'été, fine comme de la brume, mais assez lourde pour alourdir l'air. Je suis sortie de la voiture, le parapluie tremblant légèrement dans le vent, mais mon cœur était étrangement calme. Près d'1 an depuis la nuit où j'étais partie en silence, tout était revenu au point de départ. Et maintenant, je ne me cachais plus. Le tribunal de grande instance de Nantes était éclairé tôt. À l'intérieur, des rangées de bancs en bois brun, de hautes fenêtres, le léger mélange de vieux bois et de café. Jonas était assis à côté de moi, son costume impeccable, ses yeux aussi vifs que le premier jour où je l'avais rencontré. Raoul était assis dans la rangée de la presse derrière nous, son enregistreur posé sur son genou. Quand la juge est entrée, nous nous sommes tous levés. C'était une femme d'environ 60, mince, des mèches grises dans les cheveux, la voix basse mais ferme. La cour appelle l'affaire Cartier contre Cartier. Le procureur a commencé d'une voix stable. Madame la Présidente, nous avons des motifs suffisants pour démontrer une fraude financière, des dossiers médicaux falsifiés et un abus de faiblesse sur personnes âgées afin d'obtenir des avantages fiscaux et des dons. La victime est Madame Hélène Cartier, 70 ans, lucide, indépendante et diffamée publiquement pendant des années. Il a affiché un écran. Des images sont apparues. Le blog « Prendre soin d'une mère atteinte de démence ». Des légendes plaintives. Une photo floue de moi dans la cuisine. Chaque élément maintenant sous un éclairage juridique. Plus une histoire à faire pleurer dans les chaumières, mais la preuve d'un stratagème. Le procureur a continué. Nous soumettons les déclarations de revenus des prévenus. Ils ont réclamé des déductions pour les soins à une personne à charge atteinte de déclin cognitif, totalisant plus de 28 000 € d'avantages fiscaux. De plus, ils ont créé un bloc de collecte de fonds qui a rapporté plus de 45 000 €. L'écran a fait défiler des relevés bancaires montrant des transferts sur le sous-compte de Sandrine. Sa voix est restée égale. Tous les fonds ont abouti à un seul endroit et il n'y a aucune preuve que Madame Hélène ait jamais reçu le traitement neurologique qu'il prétendait. L'avocat de la défense a essayé de garder son sang-froid, mais sa voix a vacillé. C'est un malentendu. Mes clients ont seulement cherché les avantages fiscaux disponibles parce que Madame Cartier vivait avec eux. Le blog était l'idée de Sandrine, de nature humanitaire. Pas trompeuse.
La juge a haussé un sourcil. Pas trompeuse? Comment expliquez-vous une ordonnance au nom d'Hélène Cartier pour du donépésil 10 mg, un médicament contre la maladie d'Alzheimer, alors que le médecin de famille a confirmé ne l'avoir jamais prescrit? Silence. Le procureur a appelé le premier témoin, le docteur Anne Klein. Elle a pris la barre, la voix sûre et douce. Je suis le médecin traitant de Madame Cartier depuis 10 ans. Elle ne montre aucun signe de trouble cognitif. Je n'ai jamais signé aucun document autorisant le contrôle des soins ou la prise de décision par d'autres. Le deuxième témoin était mon ancienne voisine, Evelyne, qui vivait à côté de la maison de Michel. Elle a témoigné: Madame Hélène marchait tous les matins, conduisait encore pour aller à l'épicerie, lisait le journal, utilisait un iPad. Je n'ai jamais vu de signe de perte de mémoire, mais j'ai une fois entendu Sandrine dire à une amie: « Attends qu'elle soit un peu plus faible. Tout sera plus facile. » Je m'en souviens parce que ça m'a donné des frissons. La salle d'audience s'est agitée, Sandrine gardait la tête baissée. Puis Jonas s'est levé, calme et tranchant. Madame la présidente, voici la fiducie créée par le défunt Gérard Cartier, le mari de ma cliente. En vertu de celle-ci, la maison qu'occupent Michel et Sandrine est légalement la propriété de Madame Hélène Cartier. Le fils ne peut y résider qu'avec sa permission. La propriété n'est pas un bien de la communauté conjugale et ne peut être utilisée pour des déductions ou comme garantie. Il a fait une pause pendant que la juge parcourait les clauses. Sa voix a porté: « Toutes les dispositions sont valides. La propriété légale appartient à la plaignante. » La défense a insisté. Sandrine s'est levée, les yeux rouges. « J'ai tout fait parce que je l'aime. Elle était seule. J'avais peur qu'elle oublie ses médicaments, qu'elle oublie de manger. Je n'ai jamais pensé que ce serait mal compris. » Le procureur a immédiatement diffusé de vieux clips sociaux où Sandrine avait ri lors d'une fête en disant: « Les aînés appartiennent là où est leur place. Les maisons de retraite. » Sa voix a résonné dans la salle d'audience, se mêlant au rire de ses amis. La température semblait chuter. La juge a demandé froidement: « Vous appelez ça de l'amour ?» Sandrine s'est figée. Michel a pris la barre ensuite, les joues creuses, les mains tremblantes. Le procureur a demandé directement: « Saviez-vous que les fonds des dons étaient déposés sur le compte de votre femme? » J'ai juste signé quand elle a dit que c'était pour maman. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Mais avez-vous utilisé ces fonds pour des dépenses personnelles? Silence. Le procureur a répété: « Oui ou non, monsieur Cartier? » Michel a baissé la tête, la voix brisée. « Oui. » La salle est devenue silencieuse. J'ai baissé les yeux, ni triomphante, ni en colère, juste envahie par une tristesse tranquille. À 15 heures, la juge a rendu la sentence. Calme mais ferme. Le tribunal déclare le prévenu Michel Cartier coupable de complicité de fraude fiscale et d'abus de faiblesse sur personne âgée. Peine: 2 ans de probation, une amende de 20 000 € et 600 heures de travaux d'intérêt général dans un centre communautaire pour personnes âgées. La prévenue Sandrine Cartier est coupable de fraude organisée, de falsification de dossiers médicaux et de diffamation. Peine: 36 à 42 mois de prison, une amende supplémentaire de 75 000 € et une restitution complète des dommages matériels et moraux à la victime. Elle a continué. Le tribunal ordonne le remboursement de tous les gains mal acquis, des excuses publiques à la plaignante et la suppression de tout contenu faux en ligne. L'ordonnance de conservation des actifs et l'ordonnance permanente anti-harcèlement restent en vigueur. Le marteau est tombé, court, mais il a résonné comme un point final à une longue phrase. Jonas s'est penché et a murmuré: « Vous avez prévalu, Hélène. » Non pas par la colère, mais par la vérité. J'ai souri faiblement. « Non, Jonas, je n'ai pas prévalu. J'ai juste repris mon nom. » Lorsqu'on m'a donné la chance de faire une déclaration finale, je me suis levée, les mains tremblant légèrement.
la voix claire. Je ne demande pas un fils parfait. Je demande la vérité et le respect. L'amour ne peut exister sans les deux. Personne n'a parlé. Sandrine sanglotait. Michel baissait la tête tandis que des larmes coulaient. Je les ai regardés, sans blâmer ni pardonner. En moi, le vieux cordon qui nous liait avait été coupé, doucement, mais complètement. Dehors, le vent portait l'odeur de la pluie et de la lumière du début d'après-midi. Je me suis arrêtée sur les marches du palais de justice, inspirant, les yeux levés vers un ciel qui s'éclaircissait. Les nuages se séparaient, comme si Nantes elle-même exhalait avec moi. Jonas a dit « Maintenant, vous pouvez vivre pour vous-même. » J'ai hoché la tête en souriant. Je sais, et j'ai déjà un plan. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Paul. Sa voix joyeuse a éclaté. « Hélène, je viens d'apprendre. Ça va ?» J'ai regardé la rivière en contrebas, argentée par la lumière du soleil. « Mieux que jamais, Paul. Il est temps de signer pour cette petite maison au bord de la rivière. » Elle a semblé surprise. « Laquelle ? Qu'allez-vous faire ?» J'ai souri, d'une voix légère mais sûre. « Ouvrir un cours de danse pour la vie après 70 ans. La vie est encore longue et je veux encore faire quelques pas de plus. » À l'autre bout, Paul a ri de joie. J'ai refermé mon téléphone et j'ai descendu les marches du palais de justice. Il bruinait encore, mais pour moi, c'était une pluie de commencement. Je ne suis plus celle qu'on appelle sénile, un fardeau ou une dette à garder. Je suis Hélène Cartier, une femme qui a reconquis son nom, sa dignité, et qui, une fois de plus, écrit la suite de sa vie avec des mains qui peuvent trembler, mais qui sont stables. 6 mois après le procès, Nantes semblait plus chaude. La brise le long de la Loire était aussi douce qu'une main, lissant l'air, parfumée d'herbes fraîches et de lavande des jardins de l'île de Versailles. Je vivais toujours dans le même appartement-terrasse, mais je n'étais plus seule. Chaque matin, le petit bureau en dessous de mon immeuble s'illuminait tôt, avec une nouvelle plaque en laiton sur la porte. Fondation Hélène Cartier pour la dignité des aînés. L'idée venait de Jonas. Il avait dit « Vous n'avez pas gagné seulement pour vous, Hélène. Votre histoire est le début de quelque chose de plus grand. Si vous êtes d'accord, nous pouvons créer une fondation pour aider les gens qui étaient là où vous étiez. » J'ai accepté sans hésiter. Au cours des 6 derniers mois, nous l'avons bâti avec les restitutions et les rendements de mes investissements de longue date. Nous avons divisé le travail en 3 parties. Une ligne d'écoute pour les personnes âgées, confrontées à des abus, des consultations juridiques gratuites et des cours d'éducation financière communautaire. Chaque fois que je lis les mots « dignité des aînés », j'ai les larmes aux yeux, non pas par fierté, mais en me souvenant de toutes les personnes que j'ai rencontrées, des gens qui ont vécu des vies décentes, pour ensuite être traités comme inutiles par leur propre famille dans leur vieillesse. La semaine dernière, j'ai donné notre première session, intitulée « Lecture de contrat 101 pour les plus de 60 ans ». C'était une petite salle, environ 30 personnes, principalement des femmes, cheveux argentés, alliances usées. J'ai commencé avec quelque chose de simple, mais honnête. Je pensais que le silence était sage. Maintenant, je sais que le silence a été le prix le plus cher que j'ai jamais payé. La salle est devenue complètement silencieuse. Puis, une femme plus âgée a levé la main, la voix tremblante. « On m'a forcé à céder ma maison. Merci de m'apprendre à demander pourquoi. » Je suis descendue de l'estrade et je lui ai tenu la main en demandant « C'est votre droit. Personne ne nous aime au point de vouloir que nous restions illettrés. » Ces cours sont devenus le point culminant de ma semaine. Pas bruyant, pas glamour, juste des personnes âgées apprenant à se tenir droite grâce à la compréhension. Mon appartement-terrasse est maintenant plein de fleurs. Des bouquets d'inconnus, des marguerites, des lys, de la lavande. Chaque carte
est un remerciement manuscrit d'une écriture tremblante. Grâce à vous, j'ai eu le courage d'appeler la police. Après votre diffusion en direct, j'ai fermé mon ancienne carte bancaire. Vous m'avez aidé à croire qu'à 75 ans, je peux encore tout recommencer. Parfois, je reste là à les regarder, silencieuse. Non pas parce que je me sens adorée, mais parce que c'est vrai. Quand une voix ose parler, des centaines d'autres suivront. Un matin du début de l'automne, j'ai reçu une lettre manuscrite. L'écriture familière, légèrement inclinée. Michel Cartier. Je l'ai ouverte et j'ai lu lentement. Maman, je ne chercherai plus d'excuses. J'ai tout perdu. Maison, travail, réputation. Je veux te voir, non pas pour demander pardon, seulement pour dire quelque chose d'honnête. Mais j'attendrai que tu crois que je suis prêt à assumer l'entière responsabilité, sans blâmer personne. Je l'ai plié et l'ai placé dans la boîte en bois sur mon bureau. Par l'intermédiaire de notre avocat, j'ai envoyé une courte note en retour. Quand tu seras assez courageux pour affronter cela sans rejeter la faute, j'attendrai. La même semaine, Jonas m'a apporté une autre enveloppe du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Expéditrice, Sandrine Cartier. Elle a écrit une longue lettre de plus de 8 pages, une petite écriture, sans les fioritures des années passées. Je sais que les excuses sont vaines maintenant, mais si je le peux, je veux passer le reste de ma vie à rendre ce que j'ai pris aux autres. Merci de ne pas m'avoir laissé me noyer dans mes propres mensonges. J'ai tout lu. Je l'ai plié et je n'ai ressenti aucune haine. J'ai demandé à Jonas de préparer des instructions pour elle. Comment restituer légalement aux personnes qui avaient fait des dons au faux blog. Elle doit faire ce qui est juste, non pas pour moi, mais pour elle-même. Ai-je dit. Après cela, j'ai laissé le passé reposer. Chaque matin, je marche au bord de la rivière et je m'arrête au même vieux banc en bois avec une petite plaque. À Gérard, celui qui croyait que la gentillesse ne se démode jamais. Je m'assois là, regardant la lumière danser sur l'eau, ayant l'impression de lui parler. Les après-midi, j'enseigne en ligne. Le jeudi soir, je vais à un cours de salsa avec un groupe de femmes d'âge mûr. Chaque fois que je tourne sous les lumières jaunes chaudes, je me souviens de la phrase d'Audrey Hepburn. L'élégance, c'est quand on est libre. Je pensais que c'était une citation de mode. Maintenant, je comprends que la liberté est la plus haute forme d'élégance. Un soir de week-end, Raoul est passé avec un magazine. La couverture présentait son enquête primée au niveau national. La femme de 70 ans qui a fait repenser à la France la façon dont elle traite ses aînés. Il a souri et m'a tendu un stylo. Signez ceci pour la salle de rédaction. J'ai écrit, ma main stable, pour ceux qui n'ont plus peur. Raoul est resté immobile un instant, puis a dit doucement, « Vous savez, Hélène, je pensais que mon travail consistait juste à exposer des choses. Mais en vous regardant, je comprends maintenant. La vérité n'est pas seulement pour révéler, c'est pour éclairer le chemin. » Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans la pièce silencieuse. Un jazz doux flottait depuis le haut-parleur de la cuisine, les feuilles mortes, le morceau préféré de Gérard. Dehors, les lumières de la ville peignaient des motifs vacillants au plafond. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit les dernières lignes pour ce chapitre de ma vie. La gentillesse a besoin de limites et mes limites sont de retour. J'ai fermé le livre et j'ai souri. Tout ce que j'avais perdu, l'argent, la maison, la confiance, est devenu la graine d'un autre jardin où les personnes âgées ne sont plus invisibles. Je suis sortie sur le balcon. Une légère brise a agité mes cheveux et la ville, en contrebas, brillait comme une carte de nouvelle chance. J'ai inspiré, goûtant le bord salé de l'air nocturne. La vie, même tardive, est encore assez longue pour être bien vécue une fois de plus. Et si vous êtes toujours là avec moi, à lire jusqu'à la toute fin, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez
est un petit jalon sur la route que je parcours. Un rappel que des histoires comme celle-ci trouvent encore des gens qui comprennent et sont encore entendus. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, laissez un j'aime pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes âgées. Des gens qui apprennent encore à dire « je mérite le respect ». J'ai encore de la valeur. Et si vous voulez marcher avec moi vers ce qui vient ensuite, veuillez vous abonner et activer les notifications. Qui sait, peut-être que la prochaine histoire vous aidera, vous ou quelqu'un que vous aimez, à retrouver une parcelle de foi perdue. Merci pour votre temps, votre écoute et votre patience. Votre présence, où que vous soyez, me donne le courage de raconter plus d'histoires. Ce soir, avec du jazz doux en fond sonore et une lumière dorée et chaude sur la rivière, je souris parce que la vie commence vraiment à tout âge, quand on ose vivre pour soi-même.